Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Open Startup. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe de développement tech pour les entrepreneurs et qui permet à ce projet Open Startup d'exister. J'ai le plaisir de partager des conversations avec des entrepreneurs et plus largement des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer un épisode en compagnie de Anaïta Zahedi. Anaïta est une personne incroyable, au parcours vraiment hors du commun. Elle qui est avocate de formation et a grandi et vécu dans le monde entier, est aujourd'hui la cofondatrice de la startup Hortusbox. Une plateforme de paysagisme qui permet à tout le monde de concevoir l'aménagement d'un jardin, d'une terrasse ou d'un balcon à partir de son smartphone. J'ai vraiment adoré cet échange avec Anaïta, donc je suis certain que vous allez vous aussi passer un super moment en notre compagnie. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti, je suis avec Anaïta. Anaïta, je suis ravi d'être là ici chez Incubator pour partager les prochaines minutes avec toi. Merci de me recevoir et bienvenue sur ce podcast. Merci à toi, merci de m'avoir invité et je suis trop contente d'être là aussi. Trop bien. Eh bien, pour débuter, question assez classique, je vais te demander si tu le veux bien de te présenter. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Anaïta Zahedi et je suis... Est-ce que c'est une présentation de manière générale ou sur présentation, on va dire, en tant qu'entrepreneur? J'ai envie de dire un peu les deux. C'est comment toi, tu as envie de te présenter à nous. En fait, je te croiserai et je te dirai qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, Oui, c'est ça? ok. En fait, oui, je m'appelle Anaïta, du coup, et je suis fondatrice de Hortusbox. Hortusbox, maintenant, c'est 98% de mon existence. Donc, j'ai envie de te dire, je suis plus Hortusbox que Anaïta maintenant. Et donc, voilà. Ok, on va parler de Hortusbox, c'est sûr. En plus, si ça fait 98% de qui tu es aujourd'hui, c'est sûr qu'on va beaucoup parler d'Hortusbox. Mais avant ça, on entend, tu as quand même un petit accent. Oui. Ça vient d'où? Raconte-nous un peu où tu étais avant Hortusbox, justement. Alors, moi, je suis d'origine perse ou slash iranienne. J'ai un parcours, on va dire, je déteste ce terme, mais ça explique bien. J'ai un peu fait, en fait, j'ai été un globe-trotteur. J'ai commencé, en fait, je suis née en Iran. Et mon père, il était chercheur et du coup, de part de son travail, on faisait un peu différentes, on va dire, on voyageait un peu et on s'installait dans différents endroits. Donc, j'ai commencé ma scolarité en Allemagne et ensuite, je suis rentrée en Iran. J'ai fait un bout de mon lycée aux États-Unis. Je suis rentrée en Iran et après, je suis partie en Angleterre pour toutes mes études académiques. Et j'ai fait mes études en droit. J'étais spécialisée en droit international du commerce et plus de spécialisation pour les multinationales insolvables. C'est la Ok. spécialité qui sert à rien. Pourquoi les multinationales sont jamais insolvables ou... Disons que, ouais, en termes de marché d'emploi, en fait, tu vois aucun poste. Voilà. On cherche quelqu'un spécialisé dans les multinationales. En fait, c'est une évolution, en fait, de carrière que tu arrives au bout de 20 ans de carrière. Donc, mais c'est vrai que c'est ce genre de spécialité qu'on fait à la fac parce que, voilà, c'est l'occasion se présente et après, Ouais. parfois, on s'en sert pas beaucoup plus que ça dans la vie. Et ensuite, en 2010, je suis venue en France pour suivre une histoire d'amour, que ça continue, heureusement. Et quand je suis venue ici, je parlais pas un mot de français. Donc, j'ai dû apprendre cette belle mais difficile langue. Et donc, à l'époque, j'ai vu que je pouvais pas du tout exercer le droit pour une simple raison qui était la barrière de langue. Je me suis reconvertie en programmation, spécialité web.
Et après, j'ai un peu travaillé et on va dire, la petite histoire qui a fait germer Orchis Box, c'était que on est venu dans la région de Bordeaux et on a acheté une petite maison avec un petit carré de jardin et on s'est dit, génial, on a un jardin, quel luxe! Et du coup, je commençais à vouloir aménager mon jardin et j'étais complètement démunie de solutions. La solution paysagiste était extrêmement onéreuse. On ne pouvait pas opter pour ça. Et donc, on s'est dit, OK, on va chercher des solutions alternatives et il n'y en avait pas. Ok. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à demander à mes voisins comment ils faisaient et les voisins, ils disaient qu'ils se copient. Donc, il suffit qu'il y a un voisin qui a pas de goût et ça va se voir sur toute la rue. Et donc, je me suis dit peut-être en fait, il y avait un tel creux dans le marché que je me suis dit, c'est juste une évidence, il faut que j'apporte ça au marché. Ouais, c'était une opportunité Ouais, de développer une exactement. solution. Ok. On pourrait très vite aller rapidement là-dessus, mais tu as déjà dit en peu de choses, en peu de temps, beaucoup de choses. Déjà, le parcours, le fait d'avoir grandi un peu à travers le monde, ça, j'aimerais bien peut-être qu'on s'y arrête un petit peu. Et après, le côté droit. Mais d'abord, sur la première partie, maintenant, là, avec le recul, ça t'a apporté quoi, le fait de voyager aussi jeune j'ai envie de dire, bien sûr, une ouverture sur le monde, les cultures, etc. Mais j'ai envie de t'entendre, toi, ouais. Euh, oui, ouverture, ça c'est la première chose. Mais je peux te dire que, en fait, en tout cas dans mon cas, chaque personne est singulière. Donc, on ne peut pas dire que le même cas de figure va apporter quelque chose de différent Hmm. à toi qu'à moi. Mais je pense, à moi, en fait, ça m'a rendu comme une sorte comment on appelle, c'est les salamandres, en fait, Ah oui, oui, qui caméléon, s'adaptent. tu veux dire? Caméléon, exactement. J'ai un rythme d'adaptation qui est peut-être un peu plus accéléré que quelqu'un qui n'a jamais quitté sa ville natale. Mhm. Et c'est vrai que je suis devenue, dans ma tête, assez minimaliste parce que j'ai dû quitter mes amis, j'ai dû être dépaysée plusieurs fois. Donc, en termes de possession matérielle, je suis devenue très minimaliste. En termes je suis devenue très pragmatique pour éviter, en fait, tu vois, les encombrements sur ma route pour avancer. Mhm. Donc, c'est ce genre, mais c'est l'adaptation, en fait. J'ai aucun problème à m'installer dans un endroit où je parle pas la langue, où je connais pas la culture, où je dois me faire des amis. J'ai aucune barrière à aller parler avec quelqu'un dans la rue comme ça. Je suis pas gênée. C'est Et devenu ça, naturel, en ah fait. oui, mais en fait, c'est un outil de survie pour toi parce que quand tu as perdu tous tes amis et que tu dois reconstruire un réseau quelque part où tu parles pas la langue et que tu connais pas la culture, en fait, t'as pas d'autre choix. Et ça m'a vachement aidé en fait. Même quand je suis venue en France, je suis partie à Nice d'abord parce Mhm. que venant d'Angleterre, je peux te dire que je cherchais le soleil. Et après, en fait, de Nice, la vie a fait que je suis venue dans la région de Bordeaux. Et donc, c'est vrai que ça m'a vachement aidé de pouvoir construire un réseau. Maintenant, je connais des personnes à Bordeaux et c'est extrêmement important de pouvoir, tu vois, parler, ne serait-ce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, si tu n'oses pas, Ouais. en fait, c'est en quelque sorte, ça t'amène aussi de l'audace parce que tu dis, si tu n'oses pas, tu vas pas survivre, en fait, Mhm. Ouais. psychologiquement dans une nouvelle société. Ouais, tu te mets toi-même tes propres limites et barrières, en fait. Exactement, exactement. Ok, hyper intéressant. Et justement, je parlais là de tes années de droit à Londres. Euh, Moi, alors c'est certainement une vision très faussée, mais le droit, c'est vraiment ce qui a pas, il n'y a pas de place trop à- aux incertitudes. J'ai l'impression que c'est carré, etc. Mais j'ai peut-être une très mauvaise vision du droit. Hein, j'en ai jamais fait. Et l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. On peut passer à côté du chemin, on peut jouer un peu avec les limites, etc.
Qu'est-ce que tu as gardé de tes années de droit là à Londres, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? En quoi ça t'a servi là dans ton chemin d'entrepreneur? Bref, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ok. Oui, je te confirme, tu as une mauvaise vision en fait du droit. Ok. Euh, je peux comprendre que de l'extérieur, ça soit perçu comme ça, mais le droit, en fait, c'est que... Après, juste petite précision, le système juridique dans les pays anglo-saxons n'est pas du tout, en fait, pareil en termes de vraiment système fondamental de Ok. pensée. Qu'en France, parce qu'en France, on a beaucoup de, on va dire, de lois écrites. Ouais, c'est pour ça que je te disais, Oui, moi tout de suite je pense au code. oui, Il y a un exactement. code civil, Oui, un code exactement, pénal. Donc exactement. s'il y a un code, il faut respecter le code. S'il y a des lois, il faut respecter les lois. C'est pour ça que dans ma tête, moi personnellement, hein, parce que comme je te dis, j'en ai jamais fait, c'est très carré. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'interprétation. Mais le travail d'un avocat, c'est absolument pas faire respecter la loi. Ça, c'est le travail de l'État Mhm. et en fait, du système, Juridique, ouais. oui, juridique ou, comment on dit, du système légal. Ouais. En fait, le travail d'un avocat, c'est de voir qu'est-ce qu'elle dit la loi euh, et en fait, comment trouver des astuces pour... en fait, c'est en quelque sorte comme entrepreneuriat, c'est-à-dire la loi te donne un cadre et dans ce cadre, en fait, tu as plusieurs manières d'y arriver. Et ça, c'est le travail d'avocat. Ok. C'est au contraire de ce qu'on pense. Ok, il faut avoir un certain, on va dire, ouais, une certaine rigidité de cadre pour rester vraiment droit, mais c'est pas tout à fait ça, effectivement. Son travail est justement de trouver des petites astuces qui font que tu peux avancer sans être en dehors du cadre. Ok. Et au final, tu as fait de la programmation. Il y a aussi des choses comme ça, c'est-à-dire que parfois on te donne un cadre, une façon de coder, Ouais. mais bon, il y a un langage qui existe, il y a des frameworks. Mais au final, tu prends deux développeurs, tu leur donnes les mêmes objectifs, ils Exactement. vont le coder peut-être de façon différente. Oui, exactement, exactement. En fait, on te donne, c'est comme une boîte de Lego. En fait, on te donne vraiment genre un Lego et on te dit, bah vas-y, en fait, et chaque personne construit quelque chose de différent et c'est juste magnifique comment les mêmes personnes avec les mêmes outils, ou c'est comme des recettes. Moi, j'adore comparer des recettes dans le monde entier. Donc, tu vois, genre, la tomate et l'huile et les aubergines et la farine. Et tu vois, en Italie, on fait quelque chose. Et en Asie, on en fait d'autres choses. Et au Mexique, tu vois, les mêmes ingrédients donnent complètement des recettes différentes. Ok, ouais, bah, hyper intéressant. Et du coup, bah, pour revenir au sens de ma question, qu'est-ce que tu as gardé peut-être de ces années-là aujourd'hui dans ta posture d'entrepreneur? Euh, Je peux dire que oui, ça m'a donné une rigueur, ça m'a donné en fait un esprit de toujours m'assurer des bases, c'est-à-dire je m'avance pas tant que je sens pas que j'ai les bases solides. Il y a beaucoup d'atouts en fait que tu gagnes ne serait-ce que oui, juste la rigueur, la ténacité, ça c'est aussi un atout qui est très utile dans l'entrepreneuriat ou persévérance. Et aussi, il faut que je réfléchisse. Il y a plein d'autres. Il y a tellement de choses que C'est je déjà bien, garde, hein. oui, Rigueur, de ça, oui. ténacité, c'est des bons enseignements, hein. Et aussi d'avoir un cadre qui te permet en fait de canaliser en fait le travail, c'est-à-dire tu te disperses pas trop. Ça c'est ce genre de qualité que tu gagnes dans ce genre de formation. Ok, hyper intéressant. Bon, tu l'as dit, tu es venu en France pour une histoire d'amour. Oui. Tu aurais pu monter Hortus Box, tu penses, aussi ailleurs, ou la France, c'est vraiment un terreau, j'ai envie de dire, fertile pour monter son idée et se lancer? Ah non, c'est
Pour te dire la vérité, franchement, je l'ai dit, tu es la deuxième personne à qui je dis, j'avoue en fait cette chose. Et la première, c'était, première personne, c'était le ministre de la transformation, euh, comment on dit? Pas technologique, non, le ministre Cédric O. Cédrico, ouais, Oui. oui, oui, ça doit être, bravo. Moi j'ai envie de dire ministre Non, numérique, c'est secrétaire d'État, secrétaire d'État secrétaire d'État, chargé d'innovation et ouais, de c'est ça. technologie. Euh, Quel privilège j'ai de ouais. passer juste après Cédrico, donc top. En fait, c'était un événement qui a eu lieu à Bercy et Ursus Box a été sélectionné parmi les 5 startups à plus fort potentiel. Et du coup, en fait, on avait l'occasion de rencontrer Cédrico, une personne super, super sympathique. Et c'est vrai que, en fait, je lui dis, c'est la France qui m'a donné, en fait, sincèrement, c'est la France qui m'a donné envie d'entreprendre. Et aussi, c'est en France qu'on entend ce phénomène de start-up qui pousse partout. Et tu dis, ah bah oui, mais start-up, oui, il faut que j'innove aussi. En fait, il y a une telle, en tout cas, un tel enthousiasme d'innovation et que tu te dis, en fait, tu te sens presque coupable si tu n'as rien à apporter à la société. Tu te dis, non, mais en fait, non, mais tout le monde est en train d'innover et moi, je vais juste pas rester chez moi, hein, tu vois, faire un truc classique. Donc, oui, je ne l'aurais probablement pas fait. Surtout qu'en Angleterre, l'achat d'un logement et devenir propriétaire est tellement inaccessible que je ne serais jamais devenue propriétaire. Bon, en Donc, France, c'est parfois compliqué aussi. oui. Bon, il faut s'éloigner de la ville C'est comme nous. vrai. Et, mais c'est vrai que oui, c'est la France. Et c'est vrai que c'est l'écosystème en France aussi qui m'a permis euh, d'avoir juste une idée et de vouloir entreprendre, ça suffit jamais en fait. C'est une succession en fait de facteurs et de paramètres. Je dis toujours en fait que l'entreprendre, c'est comme, en fait l'idée c'est comme une petite graine. Ok, l'entrepreneur est une petite graine. T'as assez d'énergie pour germer, mais si t'as pas de terre fertile, tu vas jamais fermer. Si t'as pas d'eau, tu vas jamais germer. Si t'as pas de soleil, tu vas jamais germer. Et donc voilà, pour utiliser Ouais, de faire des métaphores. le jargon de mon métier maintenant. Ben oui, ben ça fait une très bonne transition parce que bah là, on a teasé en utilisant voilà, le jargon et le vocabulaire propre au monde du jardinage. Raconte-nous, pitch-nous Hortus Box, en fait, qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est quoi votre mission? Justement, tu nous as parlé d'aider les gens dans leur jardin, mais raconte-nous. Alors, Hortus Box, l'idée d'Hortus Box, c'était d'aider en fait les particuliers à aménager leur espace extérieur et en fait pour créer un espace joli et harmonieux. Donc, comment on fait ça? Traditionnellement, en fait, c'est un paysagiste qui intervient chez le particulier. Mais paysagistes, la plupart du temps, ils font la partie réalisation. Et en fait, dans mon expérience, j'ai vu que la main-d'œuvre, vu que ça coûte cher, donc le budget global, ça devient extrêmement inaccessible pour l'écrasante majorité des personnes. Donc, l'idée, c'était de faire la partie conception pour le particulier par un paysagiste et en le faisant avec un parcours 100% digital, c'est-à-dire pas de déplacement, mais en contrepartie, en lui donnant des visuels 3D. C'est une technologie extrêmement récente, donc même la plupart des paysagistes ne sont pas formés pour faire des 3D. Et donc, en fait, on s'est dit, on va retravailler la chaîne de création, la chaîne de valeur de création paysagère et on va essayer de mettre du digital pour réduire les coûts autant qu'on peut. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a approché
le système traditionnel et on a proposé une solution alternative. On ne remplace pas du tout en fait les paysagistes parce que le paysagiste en fait il propose quelque chose de plus élaboré et plus abouti. Mais nous en fait on propose une alternative pour des personnes, des particuliers qui auraient peut-être pas appelé un paysagiste pour leur jardin faute de moyens. Donc c'était ça l'idée. Et aujourd'hui, c'est assez apprécié, pour pas dire que ça cartonne. Et, c'est vrai que on a eu beaucoup de particuliers qui nous ont remonté en fait même des feedbacks super cool, des particuliers en fait qui avaient fait même appel à un paysagiste et que le devis peut-être était trop cher ou même pas trop cher, mais ils se sont dit bon allez, il y a des visuels, on verra, et finalement ils l'ont fait par eux-mêmes au lieu de passer par un prestataire, et ils ont pris goût au jardinage et ils étaient très très heureux. Et, donc voilà. Ok, hyper intéressant. Et en plus, c'est une thématique qui, j'ai le sentiment, tu vas me dire si ça a joué ou pas, mais avec la situation là qu'on a vécue sanitaire et qu'on vit encore, il y a eu plus de gens encore qui se sont retrouvés chez eux, donc à vouloir s'occuper de leur jardin. Il y avait enfin, je sais pas le chiffre d'affaires des Leroy Merlin et autres de ce monde, mais ça a dû bien se passer pour eux. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui se sont dit, je passe plus de temps à la maison, j'ai envie que ma maison elle soit bien, donc à l'intérieur c'est bien, mais à l'extérieur aussi. Il y a eu un mouvement comme ça aussi Oui, c'est des années records. Pour les gros acteurs du secteur, c'est des années records depuis 2020. Mais pour les petits acteurs, nous, on n'avait pas assez d'exposition encore au moment. En fait, si tu veux, on a lancé la commercialisation après le premier déconfinement. Le moment était extrêmement bien choisi. C'était juste pas possible. C'est vrai que depuis le lancement, malgré le fait qu'on a eu beaucoup de partenariats, le service est extrêmement apprécié, on a de plus en plus de clients qui nous recommandent à d'autres personnes dans leur entourage. Oui, l'effet que tu racontais tout à l'heure de je regarde mon voisin, waouh, il a vraiment un jardin de fou. Exactement. Et tu demandes à ton voisin, Oui. mais comment t'as fait? Voilà. Je suis allé chez Artusbox. Exactement. Et donc, mais malgré ce phénomène, on a toujours, d'un point de vue global, on a toujours des comportements de société et d'achat qui ne sont pas du tout normaux. C'est-à-dire, l'année 2020, tout le monde est en confinement, ok, tout le budget va à l'extérieur, mais le marché n'est pas prêt, il y a eu des pénuries de partout. L'été 2021, on dit, ok, on approvisionne pour que quand tout le monde se met au jardinage et bricolage, il y a tout sur les rayons, mais tout le monde part en vacances. Tu vois, genre, c'est pas du tout, en fait, c'est des années, on va dire, qui sont en termes de comportement déséquilibrés. Donc, on n'a pas encore les tendances qu'on aurait pu avoir avant 2020. Oui, et puis il faut dire que vous êtes lancé, ce que tu dis, il y a 2 ans, quoi, bientôt 2 ans en fait. Ça reste Oui, récent. à peine un an et demi, et encore, si on peut dire ça vraiment lancement, parce qu'on devait lancer avec un grand partenaire national. Finalement, par rapport à la fermeture des magasins, tension en fait dans le magasin, et c'est vrai que les jardineries, en fait, on devait faire un partenariat avec une jardinerie nationale. En fait, il y avait la queue et tu peux pas, dans ces conditions-là, tu peux pas mettre en place en fait un service innovant pour, Ouais. tu vois, Oui, ils ont d'abord mis le focus sur leurs clients. Exactement. Qui a fait que on a dû bifurquer et faire autrement, mais à beaucoup plus petite échelle. Et donc, en fait, tu vois, étape par étape, ça impacte en fait, d'un point de vue global, toute la démarche du lancement. Ok. Et donc oui, si on revient vraiment sur un parcours utilisateur type, c'est je découvre Artusbox, je fais quoi? J'envoie des photos de mon jardin actuellement. J'attends en retour des modélisations, 1, 2, 3, j'en sais rien. Et en fonction de ça, je dis ce que j'aime pas. Et à la fin, comment ça se passe? C'est moi-même qui vais acheter
mes matériaux. Enfin, raconte-nous vraiment un parcours type utilisateur. Ok. Parcours type, oui, effectivement, tu commences sur le site en répondant à un petit questionnaire pour nous donner des infos concernant ton projet, si c'est un balcon, si c'est une terrasse, si c'est un jardin, la superficie, l'exposition, le type de sol. Ensuite, une fois que tu valides ta commande, on t'envoie en fait un accès à ton espace client. Et en fait, sur cet espace, tu vas soit compléter en fait la partie descriptive de ton projet, ce dont tu as envie, ce que tu détestes. Vraiment, c'est très très ouvert. Ensuite, ici, tu déposes tes photos conformément à un guide qu'on t'envoie pour que les photos soient exploitables. Ensuite, une fois que ton dossier est complet, les paysagistes Hortusbox modélisent ton jardin ou ton espace en tout cas en 3D. Et il n'y a qu'une seule proposition parce que tu Ok, imagines bien que pour ouais. plusieurs propositions, ça veut dire plusieurs fois travailler et c'est des heures. En fait, c'est une prestation sur mesure. Donc, on essaye de maximiser les échanges ou en tout cas, Mais oui, si vous voulez tenir la promesse aussi de l'accessibilité en termes de prix, c'est sûr oui, qu'il exactement. doit y avoir un minimum Oui. aussi de travail possible des deux côtés, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. En fait, si tu veux, c'est aussi notre vision, et c'était que notre vision, en fait, tu es limité dans un espace déterminé, tu n'as pas 100 milliards de possibilités parce que tu es limité par des conditions climatiques, Mhm. tu es limité par type de sol ou exposition au soleil. Donc, et après, tu choisis ton style, mais c'est vrai que en fait, tu es aussi limité par rapport à ton style, c'est-à-dire de même manière que tu peux mettre plein de bougainvilliers à Nice, franchement, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Bretagne où tu peux mettre des Ouais. bananiers. En tout Ok? cas, pas encore. Oui. Donc, jardin exotique en Bretagne, sauf si tu as un microclimat, Ouais. c'est possible, mais en plastique. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que, et ça c'est le savoir-faire d'un paysagiste qui va te dire, bon, ok, tu veux un jardin exotique, ok, on va apporter par exemple du feuillage, des plantes avec des grosses feuilles, mais peut-être que ça ne sera pas vraiment les espèces exotiques comme tu l'entends. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui limite aussi le choix. Et donc, je reçois ma modélisation. Oui. Là, elle me plaît. Et donc, Oui, en fait, ça s'appelle, en fait, le livrable chez nous, ça s'appelle un Hortus Book. ok. C'est un book, c'est le jargon du métier, en fait. Voilà, c'est des visuels que tu reçois, en fait. C'est une conception. Et donc, ton Hortus Book consiste à plusieurs visuels avant-après, en fait. Donc, les photos que tu nous aurais envoyées et les visuels 3D qu'on t'aurait fait, photoréalistes. Tout en bas, tu auras une shopping list de tous les éléments qu'on aurait utilisés, tous les végétaux, avec le nombre exact, donc calculé au mètre carré. Ensuite, tous les matériaux et accessoires, du mobilier et autres. Et à la fin, tout en bas, tu as un plan de plantation. C'est pour la partie plantation des végétaux. Donc, on te dit exactement à la plante près où tu dois planter quelle espèce. Et donc, on te guide en parallèle un guide de réalisation qui te dit comment préparer le terrain ou comment préparer ton bac si tu es en appartement et en terrasse. Et on te donne en tout cas tout ce qu'on peut C'est pour que clé en tu main, quoi. puisses, C'est oui, vraiment. exactement, pour que tu puisses être autonome. Après, libre à toi, si tu veux faire appel à un jardinier ou à un paysagiste pour la réalisation, euh, tu es complètement libre et tant mieux. Et on est en train de mettre en place un système de mise en relation aussi entre particuliers et qui cherchent en fait un paysagiste pour la réalisation et les paysagistes avec qui on travaille parce qu'on fait les 3D aussi pour les paysagistes. C'est-à-dire le paysagiste vient chez nous,
il dit voilà ma conception, par exemple, sur un croquis à main levée, et on le transforme en 3D pour qu'il présente à son client. Ok, ok, bah, très clair. Très clair. Ouais, donc c'est ça, c'est à la fin, je suis pareil, j'ai le mode d'emploi pour transformer mon jardin, que je le fasse tout seul ou avec de l'aide. J'ai plus qu'à aller à la pépinière ou le grand magasin. Ok, top. Bah, ça va plaire à tous les gens qui ont envie de s'occuper de leur jardin. De toute façon, bien évidemment que je mettrai les liens du site dans la description. Moi, ça m'intéresse de savoir, là, tu as parlé de partenariat. Comment on se développe l'approche startup au début? Comment vous avez fait pour vous faire connaître, pour que les gens vous fassent confiance? Parce que je vais utiliser un mot qu'on a beaucoup trop entendu dans le monde startup qui est disrupté. On pourrait dire que vous arrivez un petit peu en rupture avec le marché traditionnel du paysagisme. Je ne sais pas si on dit paysagisme. Oui, tu peux dire. Mais voilà, tu l'as bien expliqué. Habituellement, on faisait appel à une personne en local qui nous faisait sa proposition. Et là, c'est une autre approche. On fait tout en ligne, une grande partie en ligne. Comment on arrive à se faire connaître et à ce que les gens franchissent cette étape de dire... parce que je pense que le bloquant, il est presque psychologique, de dire mais pourquoi pour mon jardin, qui est un truc qui est vivant et physique, je ferai appel à un truc en ligne. Je fais exprès l'avocat du diable, mais que tu me racontes un petit peu comment ça s'est passé, cette étape-là. C'est intéressant parce qu'on nous avait jamais fait cette remarque-là. Et je suis très très contente que tout le monde n'a pas pensé comme toi. Ok. Parce que il y a le phénomène de cet enthousiasme collectif de tout faire en digital. Donc, c'est comme les QR codes après le Covid. Ça a pris, Je comprends. ça existait déjà en fait, la démarche digitale. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, de plus en plus, en fait, tout est digitalisé. C'est l'évolution en fait de la société, c'est l'adaptation avec les outils concrets. Et mais je fais exprès l'intégration. l'avocat du Oui, diable parce je que sais, moi, je sais. ça me plairait. Mais Oui. je pense que il y a une frange de peut-être Exact. votre cible qui peut-être a cette réflexion, tu vois, et est-ce que... Bref. C'est exactement ça en fait. T'as raison. C'est difficile de faire confiance à un acteur qu'on connaît pas, qui est tout petit, et on n'est pas sûr en fait s'il est légitime ou pas. Si on va mettre notre argent en fait, on va lui donner de l'argent et il va pas disparaître. Et d'où l'importance en fait d'avoir des partenaires qui sont plus gros que soi. Pour avoir la légitimité, pour apprendre aussi, mais si tu savais combien j'ai appris de Laura Merlin. Franchement, c'était une école, mais j'ai fait un master 2 En Laura Merlin. en expérience, tout compris en fait, comment ils gèrent des projets, comment ils intègrent en fait un nouveau partenaire, quelle est leur démarche. Aujourd'hui, vous êtes partenaire avec Laura Merlin, Oui, c'est ça? tout à fait. On est partenaire au niveau national et de plus en plus de magasins sont intéressés par notre service et ils mettent en place en fait le service. Ils proposent directement dans le magasin et donc on est en train de créer un parcours spécifique par magasin. Mais justement, ça, comment ça se passe? Parce que des startups qui se lancent, qui aimeraient des partenariats avec des grandes enseignes, il y en a plein. Tu frappes à la porte, t'envoies un mail, comment ça s'est passé? Ou alors ils ont peut-être un programme dédié à l'innovation ou partenariat. Comment ça s'est enclenché? Euh, alors, oui, franchement, c'est aussi simple que ça. Tu frappes à la porte, sauf que la porte, dans mon cas, c'était LinkedIn. Donc, il faut absolument jamais sous-estimer en fait ce genre d'outil puissant, mais vraiment puissant. Et tu persévères, tu demandes à rentrer en contact avec des personnes et tu vas finir par trouver quelqu'un. En fait, parfois, j'ai fait aussi pour d'autres partenaires, j'ai juste simplement appelé l'accueil et de fil en aiguille, je suis tombée sur plusieurs mauvaises personnes jusqu'à ce que je tombe sur la bonne, tu vois. On me guide et c'est vraiment, on a oublié en fait d'utiliser l'outil téléphone et il n'a pas encore disparu, tu vois.
ok, on est super digital, mais ça existe encore des choses, on va dire, un peu plus classiques qui peuvent donner en fait du résultat. Donc, Je ça retrouve va. la Anaïta ténace, la Oui, ténacité dont tu as parlé oui, plus oui, tôt. oui. Mais c'est vrai que Laurent Merlin, en tout cas, et pas Laurent Merlin, mais Laurent Merlin, ils ont une ouverture envers les startups. Ils accueillent à bras ouverts, en fait, n'importe qui les approche, en fait, ils sont à l'écoute tu vois, du marché des startups. Ça, c'est extrêmement important à dire et j'apprécie ça parce que c'est pas donné dans tous les grands groupes. Mais c'est vrai que, par exemple, d'autres groupes comme Jardiland, bah, ils ont créé, comme tu as dit, une structure complètement, un incubateur qui, par exemple, pardon, je dis beaucoup de par exemple, qui accueille ou qui en tout cas qui veille, non on dit pas veille, mais Ouais, ils sont à l'écoute oui, ils sont à des l'écoute, oui, innovations et exactement, pour potentiellement les aider. Et ouais, exactement, exactement. Donc oui, en fait, comment on dit, celui qui veut, il peut. ouais, Ouais, c'est ça. ouais, bon, nouvelle expression. Non, non, c'est une expression qui existe, mais Oui, ouais, ce que tu veux dire, c'est que si tu es déterminé oui. et que tu as très envie Si de tu as la rentrer en contact, volonté, ouais. oui. De toute façon, tu vas. Maintenant, franchement, avec LinkedIn, on n'est pas trop loin, en fait, de n'importe quel directeur d'innovation ou directeur marketing, ou ça dépend des interlocuteurs. Ça peut être long. Il faut savoir que quand tu fais un partenariat avec des grands groupes, on avance à deux rythmes. Une start-up en termes de. Vu que c'est petit, c'est comme une fourmi. En fait, la fourmi, elle a beaucoup plus d'agité parce qu'elle a moins de poids à porter. En fait, un éléphant, tu vois, ça bouge pas de même manière. C'est Mhm. exactement, en fait, il faut jamais oublier l'échelle et donc, il faut toujours remettre en fait la démarche dans le contexte de son échelle. Donc, on ne va jamais avancer à la même vitesse qu'un grand groupe. Et tant mieux parce que ça, c'est notre atout en tant que start-up. On a cette vitesse et cette agilité qu'ils envient les grands groupes. Et voilà. Hyper intéressant, et c'est vrai que être en partenariat avec les plus grosses enseignes, j'en avais parlé, je crois, quasiment au tout début du podcast aussi avec Xavier Dicor Mbouma, lui de chez Faria Analytics. Ils ont fait je vous mettrai le lien et vous irez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Eux avec Sanofi. Et c'est vrai je crois qu'ils existaient presque même pas. Ils avaient déposé les statuts très peu de temps avant. Mais en fait, en y croyant, en étant déterminé, c'est ça, ben, il peut se passer des belles choses. Euh, Moi, d'un point de vue entreprise, Hortusbox, même si vous gardez cette agilité, comment vous ambitionnez de grandir, scaler, pour reprendre les termes startup, euh, parce que bah voilà, aujourd'hui, vous travaillez avec des paysagistes. On a compris que l'outil technologique permet d'aller vite. Il y a quand même cette modélisation 3D. Si tu as le droit de nous partager un petit peu les coulisses, quels sont les pions là, que vous avancez pour demain être, tu l'as dit, pas seulement dans quelques magasins, mais dans toute la France. Et puis, j'imagine que toi, qui es une globe-trotteuse, peut-être que tu rêves de voir Hortusbox, la solution dans d'autres pays. Comment tu envisages ces futures étapes? Alors, c'est vrai que le deuxième challenge après la création, c'est d'industrialiser en fait ton concept et c'est notre challenge aujourd'hui, en ce moment. Mais c'est un bon problème. Donc, ça, c'est. Voilà, on ne peut pas dire que c'est un mauvais problème. Donc, il y aura toujours des solutions. T'as pas toujours. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis que j'ai commencé à entreprendre. C'est que t'as jamais des solutions en fait auparavant. Et c'est comme. En fait, tu fais et tu vois si tu as du résultat. En fait, c'est vraiment du test and learn. Il n'y a, y a Essai-erreur, pas ouais. d'autre manière. Vraiment. Cette, cette mythe de visionnaire, machin. Mais c'est vraiment, il faut arrêter de dire ça parce que ça décourage les gens. Ils pensent qu'ils sont pas visionnaires et ils vont jamais oser de se lancer. Et peut-être qu'ils pourraient apporter une vraie solution, tu vois, à la société. Et c'est vrai que ben, on fait du test and learn chez Hortusbox comme partout.
on a des idées, on essaye de faire, tu vois, de manière frugale, mettre en place l'essentiel vraiment condensé du service et voir en fait de faire du fail fast. Je déteste ça, mais bon, je ne sais pas, échouer rapidement Ouais, c'est ça. et frugalement. Après, voilà, si ça porte On ses fruits, s'adapte. exactement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à 100% sur l'optimisation. On a plein d'idées comment optimiser, mais pour nous, en fait, dans un premier temps, c'est de s'installer dans le marché, d'avoir, on va dire, de trouver ses repères dans le marché, d'être considéré comme un acteur dans le marché. Et c'est vrai que il ne faut pas prendre en fait le problème à l'envers et optimiser pour le marché qu'on n'a pas encore Mhm. gagné. Donc c'est plutôt l'inverse. Donc on gagne d'abord le marché et si tout va bien et après on va commencer à optimiser. Certes, peut-être que financièrement il y a un coût en fait à amorcer au début. Amortir, pardon. Voilà, c'est la vie de start-up, c'est pour ça qu'il y a en fait, des super acteurs régionaux et nationaux comme BPI, comme la région, que je les remercie, que sans leur aide, sincèrement, du fond du cœur, ça n'aurait pas été possible pour Artusbox de commencer son activité. Nos amis de la French Tech aussi, parce que tu le disais, tu as Exactement, été oui, exactement. sélectionné Ah dans ce oui, programme qui s'appelle oui. French Tech Rise, je crois, c'est ça? Exactement, Donc exactement. voilà, pareil, Ah je oui, mettrai les French Tech, infos. c'est top, mais vraiment. Et une petite parenthèse pour Pierre, il est top de chez top. Mais vraiment en termes de réactivité. À chaque fois que je lui pose une question, mais vraiment, c'est même pas 6 minutes qu'il m'a déjà répondu. Ils sont vraiment top. Voilà, Que énorme hug à Cyril Pierre Texier, le Dejean. président, Voilà, ouais. on mettra aussi son contact parce que c'est vrai ils se donnent sans compter pour l'écosystème ici en Nouvelle-Aquitaine, mais pas que vraiment. Top. J'aimerais quand même revenir sur le côté fail fast, test and learn. Là. Est-ce que tu accepterais de nous partager un fail récent ou pas récent, mais un truc sur lequel tu t'es dit waouh, alors là, on s'est bien planté, mais au moins c'est fait, j'ai appris. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu aimerais nous partager? Je vais te raconter un flop chez Hortusbox. L'année dernière, si tu veux, sur le chat, en fait, sur notre site, les gens, ils bavardent beaucoup avec nous. Et j'adore ça. Et c'est moi, la plupart du temps, qui réponds au chat, parce que c'est extrêmement important, en fait, à ce stade de vie, d'avoir une relation directe avec les clients. Et quand tu proposes, en tout cas, quelque chose on va dire pour les particuliers plus particulièrement, mais pour tout le monde, je pense que c'est très important en fait qu'en tant qu'entrepreneur, tu restes très connecté à ton marché parce que quand il y a une déconnexion, c'est là où que ça va un peu... Ouais, il va y avoir une distance qui se creuse et peut-être tu peux te créer exactement. des Ouais, mauvaises oui, interprétations exactement. de tes utilisateurs. Exactement. Donc, sur le chat, il y a eu plein de gens qui nous ont écrit oui, c'est chouette votre concept, mais moi j'ai un balcon de 10 mètres carrés, comment je fais en fait, ou la prestation par exemple est un peu chère par rapport à notre superficie. Et nous, on peut pas faire en fait l'idée de réduire les coûts, c'est qu'on fasse pas un devis sur mesure à chaque fois. La personne nous envoie des photos et on dit oh bon ok pour toi ça serait tant, pour toi ça serait tant. On a des prix forfaitaires pour faciliter justement en fait le parcours. Mhm. Donc on s'est dit, en fait, il y a plein de monde qui cherche quand même une solution. Et nous, en fait, on a on va dire, plein d'astuces et clés du paysagiste. On peut faire une sorte de guide, ok? On ne fait pas du travail sur mesure à 100%, mais on fait un guide qui permet, en fait, par exemple, tu as un balcon de 10 mètres, ok? Tu veux pas forcément des visuels parce que tu veux pas mettre énormément d'argent, mais tu te dis, ok, je vais dire quelle est mon exposition, quelle est ma superficie, et en fait, on t'envoie un guide semi sur mesure par rapport à ton exposition, et on te donne plein d'astuces, c'est-à-dire on te prend par la main, on te dit comment tu commences la réflexion en fait pour aménager ton espace. On te donne un petit... Toutes les bonnes pratiques en fait, exactement. les do and don't de aménager son balcon quoi. Exactement.
on te donne un petit bout de papier au tout début en fait de ton guide pour que papier à petits carreaux, tu dessines, tu l'imprimes, tu dessines ton espace. On te dit comment réfléchir, c'est-à-dire quel est ton objectif en fait de cet aménagement? Est-ce que tu veux un espace de détente? Est-ce que tu veux un espace pour jouer, en fait, pour tes enfants, pour Recevoir, ouais, ça recevoir, dépend. exactement. Est-ce que tu veux cacher ton vis-à-vis? Et après, on te propose des solutions pour, par exemple, je sais pas, couvrir un mur disgracieux ou pour cacher ton vis-à-vis. En fonction de ton exposition et en fonction de ton climat. Et aussi, on a mis des thèmes, par exemple, des thèmes qui font voyager, thème bord de mer, thème la jungle. J'attends le flop là, parce que Ah pour le moment ouais, c'est bien vendu. ouais. Et on l'a mis sur le site et franchement, mais vraiment, on constate que notre offre la plus chère se vend comme des petites chocolatines pour te Oui, dire, bien. parce que non, je vais me faire Ouais. taper sur les doigts à Bordeaux. Et en fait, Hortus Mini, qui est là, ce guide, en fait, elle est pas si appréciée que ça finalement. Pourtant, c'est un document extrêmement conséquent. Il y a 60 pages Ok. d'astuces et c'est extrêmement graphique. C'est super bien joli. Je te montrerai après. Ah, volontiers. Et, je sais pas, en fait, avant qu'on lance l'offre, il y avait énormément de demandes pour les petits balcons. Une fois qu'on l'a mis en ligne, tout le monde voulait en fait une solution pour son jardin. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'était un flop et on a mis 2 mois de préparation. Le document, on l'a travaillé, on a fait toutes les créations graphiques, on a fait plein d'aménagements en Ouais, fait. du temps en Oui, fait, du beaucoup temps. qui... Et effectivement, on a sollicité plusieurs personnes dans l'équipe et il faut savoir que quand tu es sur la première année de démarrage réellement et que tu mobilises la moitié de l'équipe sur un projet, c'est au détriment d'autres choses. Mhm. Donc c'est extrêmement important en fait cette allocation de ressources pour des choses. Mais au moins on sait que voilà. Bon, après, remarque, elle est faite. Peut-être qu'un jour, ça va redécoller. Et puis, mais ce qui est important, enfin, si tu me diras, si j'essaie de le résumer, c'est que la vérité du jour n'est jamais celle du lendemain. Oui, C'est-à-dire que exactement. le marché, il change très Oui, très vite. exactement. Et donc, il Non, faut non, c'est s'adapter. pas du tout perdu. En tout cas, ça nous a permis aussi d'avoir en fait, tu vois, une vision globale de ce qui était possible, d'un contenu en fait aussi riche. Et c'est vrai que, maintenant, c'est pas perdu, mais c'est vrai que quand tu es au démarrage, en tout cas, pour moi, ma priorité est toujours d'aller là où j'ai plus de résultats rapidement. Mhm. C'est-à-dire, OK, on a une vision long terme en termes de stratégie, mais en termes de résultats, il faut aller là. Il y a une jolie expression en anglais que tu dis low hanging fruits, mais je ne connais pas l'équivalent en français, en tout cas. Ouais, non, mais je pense que ce que tu as dit, c'est vrai. En fait, pas en traduisant ou pas, mais c'est aller chercher le fruit quand il Oui, est mûr, quoi, en oui, gros. les fruits en Mais fait les plus mûrs, les plus accessibles. Ouais. exactement, parce que surtout comme tu l'as dit au démarrage, en fait, parce que si tu prends pas, entre guillemets, l'argent et le cash Ouais. et les résultats, même sans parler d'argent, juste tu convertis pas des fois juste les utilisateurs au moment où il faut le faire, bah, peut-être que demain il sera trop tard. Ouais. Oui, Mais exactement. ça doit être frustrant, c'est vrai que parfois de d'investir du temps dans une solution et de voir qu'elle ne prend pas. Comment tu fais pour, bah, même là, auprès de toute l'équipe, réinsuffler cette énergie et dire, allez, c'est pas grave, c'est pas perdu. Voilà, c'est comment tu arrives à remobiliser derrière ça en disant, de toute façon, on a d'autres défis. Qu'est-ce que tu dis à l'équipe? Ah, je dirais franchement, l'équipe, en fait, on a cette philosophie, en tout cas, de toute façon, quand tu es une start-up, tu t'instaures cette philosophie que tous nos efforts ne vont pas porter de fruits
immédiatement. C'est-à-dire, il y a, comme tu as dit, un temps de décalage et c'est pas perdu en fait. Ces guides en fait qu'on produit, en fait, qu'on a pensé qu'on allait produire à la commande et que ça n'a pas été un succès planétaire, c'est pas du tout perdu et peut-être qu'on va l'utiliser en fait dans un deuxième temps sous un autre format. C'est jamais perdu et de toute façon en fait, c'est la démarche qui est la plus importante, c'est-à-dire on a été à l'écoute du marché, mais peut-être qu'on n'a pas su traduire ou proposer quelque chose qui était adapté aux besoins de ses clients. Peut-être que c'est nous euh, qui nous sommes trompés de Belle preuve solution. d'humilité, ouais, de Oui, ta part, parce que oui, oui, et du coup, faut se remettre en question et se dire on n'avait pas forcément raison. oui. On pensait que c'était la solution, c'était la réponse à ce besoin. Mais peut-être que ça n'en est pas une. Peut-être que eux, ils avaient besoin toujours d'avoir des visuels. Peut-être qu'ils avaient besoin d'autres choses. Je n'ai aucune idée. Cool. Ben, merci pour ce partage, ce flop. Mais je sens bien que tu auras une revanche à prendre sur ce truc-là et que ça restera pas un flop. Non. On va bientôt conclure notre échange, malheureusement, parce que c'est un vrai plaisir de parler avec toi. J'aimerais en savoir plus un peu sur toi, sur la façon dont au quotidien tu arrives à gérer ton temps, à t'organiser peut-être dans ta vie d'entrepreneur. Si tu as des petits tricks à nous partager ou des règles de vie, des rituels, des choses que tu fais qui t'ont permis à bien t'organiser. D'accord. Alors, je peux pas dire que ça c'est mon point le plus fort. C'est vrai que tu apprends énormément en fait à gérer ton temps, sachant que je viens pas en fait de ce milieu et la manière dont je travaillais avant, c'était beaucoup plus individuel et c'est vrai que tu apprends énormément en fait quand tu deviens entrepreneur, tu deviens manager, tu deviens gestionnaire de temps, gestionnaire de projet, comptable, DAF, tu vois, tu deviens plein de choses en même temps. Donc, c'est comme l'adolescence, en fait, tu t'endures à l'intérieur physiquement et mentalement et aussi, mais tu es en pleine évolution, c'est-à-dire il y a un temps très très dur, il faut l'accepter, il faut le savoir, il faut le prévoir aussi parce que dans un contexte de vie, en fait, c'est quelque chose, tu seras disponible, tu seras pas disponible, tu seras de mauvaise humeur de temps en temps ou même plus. Tu vas, si tu es aussi anxieuse que moi, tu vas mal dormir et donc ça va se répercuter en fait sur ta santé, ton quotidien, donc ça va se voir. Donc ça va pas passer inaperçu, sauf si tu es Dalai Lama. Et c'était pas mon cas. Je suis pas encore Dalai Lama. Et c'est vrai que si je peux donner en fait des conseils pour gérer son temps, moi je me suis écrite une phrase en haut de ma to-do list et c'est vraiment si je regarde, si l'année prochaine je regarde cette année, qu'est-ce que je dois éviter ou qu'est-ce que je dois faire pour que ça tue pas l'entreprise. Donc c'est ça ma priorité. En fait, ma priorité c'est est-ce que je mets en fait mon effort à je sais pas répondre à tel mail ou pas. Je donne un exemple qui est assez concret parlant. C'est vrai que moi quand je postulais pour des offres d'emploi, je me disais c'est vraiment nul, ces entreprises, ils te répondent jamais en fait. Ben, ok, dis-moi non, comme ça je sais, en fait, je suis pas en attente. Mais maintenant, en tant qu'entrepreneur, je vois, en fait, je reçois 120 CV, il m'est strictement impossible de répondre à tu vois, tous ces candidats que je respecte profondément et je compatis et je m'en veux, en fait. Je me dis, non, mais ces pauvres gens, en fait, ils ont postulé, ils sont en attente. C'est un minimum de leur dire, bon, tu vois, le truc Oui, bateau, malgré tout, vos... ouais, bien sûr, le mail assez classique qui tient en deux oui, lignes de merci pour votre juste, candidature, oui, mais là, exactement. c'est pas la Ça marche priorité. pas, Ouais. exactement.
Mais il m'est strictement impossible de faire ça. Et je suis vraiment, en fait, mais j'ai pas de solution. Je me dis, c'est soit je réponds à ceux qui ont postulé pour une offre, soit en fait, ça serait au détriment de D'une autre faire, tâche oui, qui exactement, est plus de faire vitale du pour développement l'entreprise. commercial. Ouais. Et vu que tu es multicasque et que tu dois assurer au moins 4 ou 5 rôles dans l'entreprise avant que tu puisses déléguer parce que ça a un coût, donc tu es obligé en fait de rogner un peu à tes philosophies, à tes principes aussi, mais c'est pas grave, c'est provisoire. Ok, bah, hyper intéressant ce sort de grand critère que tu mets dans la to-do list de est-ce que cette tâche elle est vitale pour l'entreprise ou pas, en gros, si je la caricature, Mm. et que ça passe par ce prisme-là de Oui. ok, là parmi la liste infinie de choses que j'ai à faire, qu'est-ce qui est plus vital à l'instant T Exactement. hyper intéressant. Exactement. Parmi les choses vitales, je t'ai dit que j'avais une question de quelqu'un. Je vais te la passer. Ok. Tu vas écouter ça. Coucou Anaïta, est-ce que tu peux nous dire au bout de combien de temps on peut se payer quand on lance une start-up? C'est Leslie. C'est Leslie Lacroix, fondatrice de Captain Study, que j'ai eu aussi dans le podcast. On mettra le lien de son épisode, que tu connais très bien. Et je lui ai demandé de te poser une question. Et voilà, avec beaucoup de malice, elle a posé cette question parce qu'elle m'a dit que ça faisait partie des fois de discussions entre vous. Oui. Est-ce que tu as envie de répondre à ça? Ah oui, avec grand plaisir. Je sais pas parce que c'est pas encore fait chez moi. Donc, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Chaque histoire d'entrepreneuriat est tellement différente et singulière des autres que tu sais pas en fait. Parfois t'es dans un secteur hyper sexy et tu vas avoir énormément de fonds disponibles et que voilà, ton concept va prendre, je sais pas, au bout de 3 mois, en fait, tu as un MVP, tu te lances, tu vois, il y a des retours, en fait, ça va avancer beaucoup plus vite. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. En fait, nous, si tu veux, dès le lancement, on a fait pas mal de versions, on a dû réadapter notre solution au marché et c'est vrai que bah, en fait à chaque réadaptation en fait bah, tu gagnes en expérience mais tu perds en temps et donc en présence dans le marché qui fait que voilà ça retarde par conséquence en fait tout ce que tu as prévu financièrement pour l'entreprise. Mais mais aussi, c'est vrai que cette question, j'ouvre une parenthèse, cette question est fondamentale pour les entrepreneurs de se poser la question parce que c'est Complètement. complètement imprévisible. En fait, quand tu te lances, on te donne des statistiques, mais vraiment, en fait, tu te dis oui, ok. Oh, déjà, en fait, c'est Pôle emploi le premier investisseur C'est clair. de toutes les startups. Et ensuite, en fait, tu sais pas si tu peux pas tenir en fait au-delà de tes, on va dire, de tes allocations chômage, ben, en fait, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Et tu te mets des délais et on a eu en fait des startups ici qui n'ont pas pu continuer faute de moyens. Mhm. Et moi, je peux dire que bon, j'ai de la chance parce que en fait, j'ai pas trop d'exigences Tu l'as dit, tu étais ouais, minimaliste. oui, ouais, Tu dans l'as ma dit dès vie. ton introduction. Oui, et c'est vrai que bah, en fait, j'ai un époux qui me soutient en fait. S'il n'y avait pas son soutien, j'aurais jamais pu en fait. C'est lui en fait le principal soutien qui a permis aussi. C'est pour ça que c'est un concours de circonstances en fait Mhm. de plusieurs paramètres qui vont faire que tu arrives à surmonter les obstacles sur le chemin, parce qu'il y en aura, ou pas. Et donc, c'est vrai que le contexte financier est effectivement un facteur à prendre en considération. Tu ne peux pas tout prévoir et il ne faut pas vouloir tout anticiper, mais au fond de soi, il faut se dire que est-ce que je suis prête je sais pas faire des soldes, si tu es habitué à des soldes, pendant 4 ans de ma vie. Et Et on voilà. partira en vacances beaucoup moins loin. Exactement. Et... Ou pas du Ou pas tout. du tout. Ouais.
ou pas avoir d'ambition, en tout cas, tu vois, de projet de vie. Par exemple, mon jardin à moi, il est toujours, bon, avec un peu de plantes de plus, il est toujours, parce que j'ai toujours ni les moyens, ni le temps, en fait, Ouais, de m'en occuper. ouais. Donc, voilà. Ouais, je te remercie beaucoup de répondre à cette question parce que, et merci pour ouais, cette sincérité là parce que c'est assez, comme tu le dis, fondamental d'aborder le sujet. En France, parfois c'est un peu tabou Oui, ces trucs-là, mais c'est vrai que pour de nombreux entrepreneurs qui lancent leur première entreprise en tout cas, au démarrage, la question financière c'est un enjeu parmi plein d'autres facteurs, parmi le temps, parmi l'organisation de la vie. Donc ouais, merci d'avoir répondu à cette question. Et merci, on remercie Leslie d'avoir posé la question. oh oui, merci Leslie. J'ai deux dernières questions que j'aimerais te poser. Tout à l'heure, tu as dit, quand on démarre, on devient DAF, comptable, on devient business developer, on a toutes les casquettes. Euh, et du coup, c'est difficile d'apprendre très vite tous ces métiers-là. Comment, toi, tu fais pour continuellement développer aussi tes compétences quelles ressources tu vas chercher? Est-ce que c'est en allant au contact d'autres personnes? Est-ce que tu lis des livres? Je sais pas, raconte-nous comment tu développes tes compétences. Ouais, en fait, Ou alors c'est peut-être learning by oui. doing, tu vois. Ah, bon, ça, c'est 60 à 70% du temps. C'est vrai qu'on vit dans une ère extrêmement, extrêmement favorable. Franchement, Internet est un miracle. Je ne sais pas si on se rend compte que sur un appareil aussi petit que la main, vraiment, on peut accéder à tout ce qui existe depuis le début de l'histoire écrite de l'humanité. Franchement, on sous-estime et je déplore, je parle comme des hommes politiques, je déplore qu'on va sur TikTok au lieu d'aller Sur sur, Wikipédia ou... sur Wikipédia. Non, je plaisante, c'est une blague. Et, mais c'est vrai que tu peux avoir énormément d'infos. Après, je mets j'ouvre une petite parenthèse. Avoir l'info, ça ne veut pas dire l'avoir expertise. Mhm. Et c'est vrai que sur la partie expertise, il y a un concept super sympa chez Incubateur. Et ça, je l'ai vachement apprécié. Et c'est qu'ils ont constitué un réseau de mentors. Certains sont plus actifs que d'autres. Et ça te permet d'avoir en fait un début en tout cas de connaissance, quelqu'un qui t'explique les bases ou en tout cas Et avec ces bases, tu peux déjà trier en fait les infos que tu lis sur Internet parce que maintenant en fait tu peux lire tout et n'importe quoi sur Internet, donc toutes les infos ne sont pas super fiables et super utilisables. Et donc, après, j'ai travaillé avec certains de ces mentors et quand tu as un peu plus de fonds disponibles, tu passes en prestation, mais ça te permet d'avoir déjà une relation et tu es déjà avancé dans ta démarche avec le prestataire, c'est-à-dire il te Ils te connaît connaissent, ouais. ouais, quand tu étais tout petit et maintenant en fait il a tout l'historique et tu passes tout de suite à l'action, tu vois, tandis que quand tu vas avec un prestataire lambda, tu vas déjà raconter ta life, d'où ça vient, quelle est la problématique. Oui, et puis je crois beaucoup à une chose que tu viens de dire, c'est que le critère important, c'est l'humain. C'est Oui, le feeling, le exactement. fit que tu peux avoir avec la personne, Exactement. la confiance que tu Oui. instaures. Et... Exactement. On a eu vraiment, j'ai travaillé avec deux, trois mentors de chez Incubateur qui, sans eux, je pense que ça aurait été très, 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 très difficile pour moi de faire, de surmonter les obstacles sur les dimensions où ils m'ont apporté de l'aide. Donc, j'admire vraiment, en fait, cette démarche chez Incubateur et je pense que ça leur fait un super. Eh ben, merci à toi aussi de nous avoir partagé toute ton aventure, tout ton parcours, parce que à travers ça, honnêtement, c'est aussi riche que ce qu'aurait pu apporter un mentor. Franchement, il y a plein d'enseignements dans tout ce que tu nous as dit. La dernière chose que je voulais
te poser comme question, c'était si tu avais un livre à nous recommander. Pas forcément que business, bon, souvent les gens donnent un livre business, mais je suis en train de constituer une bibliothèque des invités de Open Startup, le podcast. Et donc voilà, si on pouvait ajouter de ta part, ça serait génial. Alors, je vais te dire les 3 que je suis en train de lire parce Génial. que j'ai pas beaucoup de présence d'esprit. Tu aurais dû me demander avant. Je t'aurais amené une grosse liste. Mais les 3 que je suis en train de lire, et je les trouve très, très inspirants, chacun à sa manière. Déjà, en fait, c'est Innovation frugale de Navi Rajou. Ça, je pense que c'est le B.A.B.A. de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat, on va dire, avec une vision fail fast et frugale. Deuxième livre, c'est l'autobiographie de Nelson Mandela. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que Nelson Mandela était un monstre, genre planétaire, tu vois. C'était pas quelqu'un qui a réussi une petite start-up, tu vois, dans un petit bled. Et tu vois, en fait, comment petit à petit, il a construit, en fait, son mouvement. Et c'était juste un ensemble de petites choses. Mais il y avait juste la volonté de faire quelque chose. Et ça se construit petit à petit. Il y a aucunement une vision globale, il n'y a aucunement en fait une connaissance de succès à la fin. En fait, c'est juste qu'à chaque étape, tu ne perds pas ta motivation et à chaque défi, tu te relèves et tu te dis, moi je suis convaincu, on va continuer, on va adapter, on va bifurquer et on va y arriver. Ouais, et puis des défis, tu parlais de se relever, il en a eu. Ouais. Ah oui, franchement, passer, je sais pas, 20 jours comment dire, non, pas en prison. En prison, il a passé des années, oui. Mais en prison, isolé, comment dire? Ouais. Mise à l'isolement. Oui, ok, si tu je sais veux, pas. si tu le dis. Et troisième livre, c'est un livre qui vient de sortir il y a quelques mois de Oliver Burkeman et ça s'appelle 4000 semaines. Ok. C'est en anglais, je ne sais pas si ça a été traduit ou pas. Et c'est extrêmement intéressant. Ça parle en fait du fait que en moyenne, en Europe occidentale, on a une espérance de vie de 80 ans. Et 80 ans, c'est 4000 semaines. Quand on le déchiquette en unités plus petites, on se rend compte que chaque semaine qui passe, est-ce qu'on est vraiment en train de faire quelque chose qu'on a envie de faire, sachant qu'on ne sait pas combien de semaines il nous en reste, sachant que moi, je sais que par mon âge, il me reste à peu près 2200 poussières de semaines. Donc, est-ce que chaque semaine, chaque lundi, je me dis, en fait, est-ce que ma priorité est, par exemple, de donner une leçon de vie à je ne sais pas qui, ou est-ce que c'est... tu vois ce que je veux dire? Ça remet les pendules à l'heure. Et ça remet la valeur qu'a la vie, tout simplement. Donc, tu deviens beaucoup plus pragmatique. Est-ce que tu te dis, est-ce que ma priorité est vraiment, par exemple, faire 100 000 choses en même temps? Est-ce que ma priorité, c'est de répondre à tous mes mails? Tu vois, est-ce que je dois passer le peu de semaines qui me restent dans la vie à faire des choses qui ne me plaisent pas ou tu vois? C'est extrêmement intéressant et je pense que c'est parce que tu peux te faire noyer. Il y a une pression sociétale et surtout pour les entrepreneurs, en fait, tout le monde court derrière l'efficacité, qui peut être efficace, qui gère mieux son temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec les pressions, en fait, toutes les pressions que tu as dans ton parcours et les pressions en fait de ton entourage,
tu peux suffoquer très, très facilement. Et c'est vrai que tu as besoin en tant qu'entrepreneur, ou en tant que personne, pas Tout simplement, ouais. entrepreneur, tu as besoin en fait de tout le temps te donner du perspective et de prendre du recul et de regarder ta vie et de remettre en question tous tes principes de ta vie pour que tu sois en fait à chaque instant tu sois vraiment heureux en fait de ton instant, de ce que tu as fait et que tu perds pas. Après, ça aussi, c'est une course à l'efficacité, tu vois. De Mais c'est dire beau ce que tu dis. Tu disais, ouais, je suis pas Dalai Lama un peu plus tôt, oui, mais moi je trouve que c'est un très beau message pour terminer là, l'entretien qu'on a ensemble. C'est que ben, à la fin de la journée, à la fin, tout ça, ça sera un bel effort. Si ça a de l'impact pour beaucoup de gens, c'est génial, mais on reste des humains et on n'a que 4000 semaines et que chaque jour compte pour passer des bons moments et être pleinement aligné. Donc, bah, moi, je trouve que c'est un très beau message pour terminer ce podcast. ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci mille fois, Anaïta, pour le temps passé, tous tes conseils. J'espère à très vite pour d'autres conversations. Et puis, le meilleur pour toi, ton équipe et Hortusbox. Eh bien, merci à toi de m'avoir accueilli à ton podcast. Merci à tous celles et ceux qui m'ont écouté. Et j'espère revenir dans ce podcast très vite. Ah ouais, j'espère que lorsque vous aurez ouvert des bureaux un peu partout, que vous aurez grossi ou pas, ou que tu auras entamé une autre aventure, ou que tu auras fait un pivot à 360 degrés, qu'on aura l'occasion d'en parler. Avec grand plaisir. À bientôt, Anaïta. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et appris des choses. Avant de partir, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce podcast. Par exemple sur LinkedIn, cela pourrait être intéressant pour une personne de votre réseau et ça m'encourage à enregistrer toujours plus d'épisodes. D'ailleurs, comme je suis dans les remerciements, merci à la société Tracteur qui soutient et permet à ce projet Open Startup de se développer. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Portez-vous bien.